Hercule entre dans le royaume de Diomède, fils de Mars, roi de Thrace. Là-bas, les chevaux sauvages et les cavales féroces sèment la terreur. Elles attaquent, elles tuent, elles dévorent les hommes qui croisent sur leur route. Donc face à cette menace, le roi Eurysthée avait tenté de les capturer, mais personne n'avait jamais réussi. Hercule entend qu'il doit capturer les cavales et faire cesser ce massacre. Et pour cela, il fait appel à son ami Abdéris. Ensemble, ils traquent les cavales, les poursuivent, les cernent, jusqu'à ce que Hercule parvienne à les capturer. Satisfait, il va confier la dernière étape à Abdéris, c'est-à-dire les faire passer par la porte. Mais ce dernier échoue parce que les cavales se libèrent, se rusent sur lui et le tuent avant de s'échapper. Hercule doit tout recommencer. Il traque à nouveau les cavales, il les capture une fois de plus, et cette fois, il n'est pas question de déléguer, c'est lui qui les fait passer par la porte. Devant l'instructeur, la sentence tombe. Les cavales seront envoyées dans un lieu où elles seront domestiquées. Quant aux habitants de Diomède, ils sont enfin libérés. Mais Hercule ne célébrera pas ce premier travail comme une victoire, bien sûr, puisqu'il porte la responsabilité de la mort d'Abdéris. Hercule commence ce premier acte avec une sorte de confiance absolue en ses pouvoirs. Il franchit la porte en se croyant déjà triompheur, prêt à conquérir, mais ses pouvoirs divins, ces forces intérieures qu'il possède, ne sont finalement que des potentiels latents. Il ne sait pas encore les maîtriser, ni même les reconnaître pleinement, parce que comme tous les disciples en quête de sagesse, il va falloir d'abord expérimenter, affronter les épreuves du monde avant de pouvoir réellement éveiller ses capacités. Ce premier travail nous montre un jeune disciple encore impulsif, tourné vers l'extérieur, porté par son désir de victoire, et son objectif est de gagner chaque bataille pour expier ses fautes. Mais ce qu'il cherche vraiment à récupérer, c'est ce qu'il a perdu en tuant sa famille. Son honneur, son statut et même une part de lui-même. L'image d'un homme juste et fort. Donc la première porte symbolise ici une sorte d'opportunité, celle d'expier ses fautes et de laver son déshonneur. En franchissant les 12 portes du zodiaque, Hercule accomplit ainsi un cycle. À la fin de ce parcours, il aura la possibilité de se retrouver lui-même. C'est un voyage intérieur autant que extérieur, puisque ça va lui permettre d'activer le fameux zodiaque Arbour, de réintégrer et rééquilibrer ce qu'il a perdu. Alice Bailey compare cette première épreuve à la croix fixe des cieux. Hercule y demeure en esprit jusqu'à l'accomplissement du dernier travail, ce qui signifie qu'en franchissant cette première porte, il s'engage pleinement sur un chemin initiatique, un chemin qui durera jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine maîtrise de ses outils. Mais à ce stade, Hercule n'est pas vraiment préparé à l'échec, donc il agit avec son impulsivité, emporté par sa confiance quasi aveugle en sa propre force, et c'est précisément pour cela qu'il va échouer. Il croit avoir terminé, alors qu'en réalité, il est en train de fuir la propre responsabilité de son acte. En confiant le passage des cavales à son ami Abdéris, qui n'a pas du tout la force ni l'envergure de cette tâche, il montre son immaturité. Il ne termine pas lui-même ce qu'il a commencé. Et cette erreur va lui coûter cher, puisqu'elle lui coûte la mort de son ami. On parle du signe du bélier, tout comme Alice va nous parler, elle, de l'agneau. Il marque le commencement, la première prise de conscience de l'existence et le début de la vie de l'aspirant disciple. C'est ici que commence l'effort conscient de réorientation qui l'élève vers ce que Alice Bailey va appeler le sentier du transfert. Ce mouvement signifie littéralement l'un devient
le premier. Autrement dit, l'individu ordinaire devient un guide, celui qui va ouvrir la voie aux autres. Et c'est ici que la première pensée clé prend tout son sens. Comme nous l'avons vu, l'énergie mentale peut être employée de deux manières opposées. Elle peut s'incarner dans une forme concrète, ancrée dans la matière, la voie de la science, du raisonnement et de l'action purement factuelle, ou bien elle peut s'exprimer sous une forme subjective qui nourrit la conscience spirituelle et s'ouvre à une réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée. Donc c'est la même force, mais elle peut être utilisée pour deux finalités différentes. Soit pour nourrir son ego, la satisfaction du désir et de l'individualisme, soit pour se mettre au service d'une vision plus grande, alignée sur une guidance supérieure. Dans le premier travail, Hercule nous montre que l'enjeu dépasse la simple force physique. Il illustre l'importance de canaliser son énergie vers un but collectif et de mettre son intention au service d'un objectif le plus grand, plutôt que d'agir uniquement dans sa satisfaction personnelle. C'est ainsi que trois impulsions fondamentales émergent dans ce signe. D'abord, le besoin de prendre forme, de s'incarner pleinement, parce que l'âme doit entrer dans la matière pour commencer son voyage évolutif. C'est une sorte de résurrection qui symbolise l'éveil de la conscience, un retour à la lumière après l'obscurité. C'est la naissance. Ensuite, le besoin de créer et de se structurer, donc l'homme va avoir envie de façonner une forme adaptée à ce qu'il est, qu'il s'agisse de son corps physique, de son mental ou de sa structure spirituelle. Et c'est dans cette organisation qu'il va trouver sa stabilité et son évolution. Et enfin, l'impulsion de la libération. L'homme maintenant doit dépasser les limites de la matière et des illusions pour atteindre une véritable liberté spirituelle. Et ce passage marque ce tournant où l'être est enfin libéré de ses chaînes et se met au service du collectif. Et il incarne un esprit collaboratif qui est aligné avec le grand plan divin. Alice Bailey relie ses impulsions aux grandes étapes de la vie spirituelle, du bélier où l'âme naît dans la matière, jusqu'aux signes comme le Capricorne ou le Poisson, où on atteint cette libération. On sait que le bélier gouverne la tête, et c'est pour cela qu'il est considéré comme le signe mental par excellence, celui qui marque le commencement de la conscience, ce moment où l'homme se distingue de l'animal. Il devient ce qu'Alice appelle le haut penseur, un être capable de diriger ses pensées vers les idéaux les plus élevés et de s'élever lui-même au-delà de ses instincts primaires. Dans ce premier travail, Hercule est confronté au cheval, qui est un symbole profondément ancré dans les traditions anciennes, parce que dans la mythologie hindoue, le cheval était lié au dieu solaire et on le sacrifiait pour préserver l'ordre cosmique. C'était un rituel qui symbolisait le lien entre la terre et le divin. Et en Grèce, le char d'Apollon tiré par les chevaux illustrait aussi cette connexion. On dit d'ailleurs, l'homme ne connaît pas le chemin vers le monde céleste, mais le cheval, lui, il le connaît bien. Donc, ce travail n'est pas seulement une épreuve physique. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une confrontation avec le mental. On retrouve aussi d'ailleurs cette image dans l'Apocalypse, puisque le Christ monte un cheval blanc qui symbolise un mental éclairé et inspiré. Mais pour revenir à notre mythe, on parle de jument sauvage, de la polarité féminine du mental. C'est la naissance d'idées et de concepts non fondés, ce qui signifie que si ces créations mentales ne sont pas alignées avec le grand plan divin, elles ne font que nourrir l'ego et les plaisirs personnels. Le bélier est gouverné par Mars. Il incarne donc une énergie guerrière, une force brute qui va être tournée vers l'action. Mais ici, ce travail va dépasser le simple combat puisqu'on voit qu'Hercule est une sorte de pionnier. Il doit commencer à éclairer son mental. Les cavales appartiennent à Diomède, fils de Mars, mais leur régent ésotérique, c'est Mercure. Et Mercure, c'est le messager, le lien entre l'âme et la personnalité. Cette énergie ne se contente pas d'agir,
elle apporte une certaine compréhension. Et dans cette perspective, Alice Bailey explique bien qu'un signe astrologique représente une énergie humaine ou une sorte d'étape évolutive, tandis que les constellations qui y sont associées vont incarner plus les forces subtiles du plan divin. Donc elles enrichissent le parcours du disciple en ajoutant des défis archétypaux, des modèles, si vous voulez, qui vont être supérieurs que l'âme doit chercher à atteindre. Et c'est en cela que son zodiaque est très dynamique parce qu'il établit une connexion vivante entre le microcosme humain et le macrocosme universel. Donc pour elle, le bélier est associé à 3 constellations majeures: Cassiopée, Cétus et Persée, alors que la mythologie grecque les associe davantage à Cassiopée, Andromède et Céphée, qui forment bien sûr un même groupe mythologique avec Cétus et Persée. Mais Alice ne suit pas une lecture purement mythologique. Elle va fonder ses idées sur un raisonnement ésotérique, sur l'évolution de la conscience et la structure même du zodiaque. Pourquoi ? Parce que ce sont des archétypes actifs qui vont illustrer la fonction zodiacale. Donc Cassiopée, figure féminine, symbolise l'ego dominateur, attaché à la matière et au pouvoir. Elle incarne l'illusion du contrôle et de la souveraineté personnelle, mais à travers l'expérience, elle évolue. Elle devient un principe protecteur et nourricier, comme l'évoquent la femme et l'enfant à mi-chemin du signe de la Vierge. Donc ce passage montre que la puissance matérielle doit laisser obligatoirement place à une sagesse plus spirituelle. Cétus, autre constellation féminine, représente, elle, une force chaotique et destructrice. C'est l'ombre du féminin, l'âme non éveillée qui, au lieu de guider l'incarnation, va la détruire. Donc, elle incarne, elle, les illusions et le désordre mental qui menacent l'aspirant s'il ne parvient pas à discipliner son esprit. L'échec d'Hercule illustre cette confrontation parce qu'il doit reconnaître son erreur et reprendre l'épreuve. Et enfin, on a Persée, qui n'est pas une figure féminine, mais marque le point de résolution. Il ne présente pas une énergie à intégrer, mais une force qui tranche, qui va dépasser l'illusion. Donc c'est une force à polarité masculine qui vient confronter et maîtriser ses forces, prouvant que l'épreuve n'est pas insurmontable, mais qu'elle nécessite juste des outils adaptés et une nouvelle perspective. En gros, Hercule et Persée vont comprendre que la force brute n'est pas suffisante et qu'il est important d'avoir une intelligence pratique pour triompher. C'est précisément cette maîtrise du mental qu'Alice Bailey associe au zodiaque de Dendera, où Persée incarne l'ultime dépassement des illusions. Il représente celui qui a appris à voir au-delà des apparences, à ne plus se laisser troubler par les forces inconscientes et qui accède ainsi à une victoire spirituelle. Tout ce qui prend forme dans le monde matériel commence dans le mental. Les cabales, symboles de pensées erronées, de rumeurs, de médisance, de jugements hâtifs et d'illusions, nous rappellent à quel point les formulations mentales non maîtrisées peuvent polluer l'âme. Elles détruisent la clarté intérieure, mais aussi l'équilibre collectif. Alice Bailey insiste donc sur un point fondamental. Il faut tourner son mental vers une polarité masculine, celle de la direction, celle de l'action et du discernement. Et c'est ça justement qui précisément crée le déséquilibre qui va causer l'échec initial d'Hercule. Lorsqu'il confie les cavales à Abdéris, il fait preuve de naïveté et d'un manque de responsabilité. Abdéris incarne ici les désirs égocentrés et les limitations humaines qui empêchent l'accès à une conscience plus élevée. Et le résultat est sans appel puisqu'Abdéris meurt et Hercule doit tout recommencer. Donc cette expérience lui apprend que les pensées erronées ne peuvent être simplement évitées ou déléguées. Elles doivent tout simplement être affrontées, disciplinées et maîtrisées.
Finalement, Hercule comprend que tout dans le monde matériel découle d'un processus mental préalable. Donc les cavales ne sont pas juste un obstacle extérieur, non, non, elles sont le reflet de ses propres failles intérieures. Leur maîtrise symbolise tout simplement la discipline mentale, celle qui aligne chaque pensée sur une intention qui soit juste, alignée. Et ce mythe nous invite tout simplement à réfléchir à l'impact de nos pensées sur notre quotidien, mais aussi sur leur portée universelle.